Lorsque j'ai ouvert la porte de ma maison cet après-midi-là, je n'aurais jamais imaginé que ma propre fille m'attendrait, les yeux brillants de fureur. Jennifer se tenait au milieu du salon, les bras croisés, le visage complètement déformé par la colère. À côté d'elle, Marc faisait les 100 pas comme un animal en cage, son téléphone portable à la main, les veines de son cou gonflées par la rage. Ils ne m'ont même pas laissé fermer la porte. « As-tu perdu la tête ?» s'est écrié Jennifer en s'avançant vers moi d'un pas furieux. Mon mari a failli faire une crise cardiaque devant le distributeur automatique. Ses paroles rebondissaient contre les murs, chargées d'un venin que je ne connaissais que trop bien, mais cette fois, cela ne me faisait plus de mal comme auparavant. Marc s'est approché, agitant son téléphone sous mon nez. « Où est l'argent, Eleanor ? Que as-tu fait ?» Sa carte était vide. Il n'y avait plus un seul dollar. Sa voix était un rugissement désespéré, comme si quelque chose qui lui appartenait de plein droit lui avait été arraché. Pourtant, cet argent était le mien, ma pension, le fruit de 42 années de travail à l'usine textile. Me lever avant l'aube, sacrifier mon dos et mes genoux. J'ai posé mon sac à main sur la petite table de l'entrée avec un calme qui m'a surprise moi-même. J'ai changé mes coordonnées bancaires, ai-je dit d'une voix ferme, en les regardant tous les deux droit dans les yeux. Le silence qui a suivi était assourdissant. Jennifer a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Marc s'est figé, son visage passant d'un rouge vif à une pâleur mortelle. C'était comme si le monde s'était arrêté un instant, ce court instant avant l'explosion que tout le monde sait imminente mais que personne ne peut empêcher. « Quoi ? Que as-tu dit ?» a balbutié Jennifer en portant une main à sa poitrine. « Maman, tu ne peux pas faire ça. Nous dépendons de cet argent. Nous avons des dépenses. Nous avons des dettes à payer. » Des dettes, ai-je répété, sentant quelque chose se durcir en moi comme de l'acier. Fais-tu référence à la nouvelle voiture de Marc ou aux vacances en Floride le mois dernier? Ou peut-être à ce téléviseur géant que vous avez acheté la semaine d'avant? Marc a fait un pas en avant, pointant un index accusateur vers moi. Tu vis dans notre maison. Tu manges notre nourriture. C'est la moindre des choses que tu contribues. Ces mots ont été crachés, chargés d'un mépris qu'il ne cherchait même plus à cacher. J'ai senti un rire amer monter dans ma gorge. Notre maison. C'est amusant que tu l'appelles ainsi maintenant, alors que les titres de propriété portent toujours le nom de mon défunt mari et le mien. Cette maison que nous avons achetée avec tant d'efforts, brique par brique, sacrifice après sacrifice, est devenue ta maison dans le vocabulaire de mon gendre. C'est ma maison, Marc, ai-je dit d'une voix que je ne me connaissais pas, trop ferme, trop sûre d'elle. Vous deux êtes venus vous installer ici il y a 3 ans. Te souviens-tu quand vous avez perdu votre appartement parce que vous ne pouviez plus payer le loyer? Jennifer a poussé un cri étouffé, comme si je l'avais giflé. Je ne peux pas croire que tu me parles ainsi. Je suis ta fille unique. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est ainsi que tu nous remercies? Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais c'étaient des larmes de rage, pas de tristesse. Je les connaissais bien, je les avais vues si souvent lorsqu'elles n'obtenaient pas ce qu'elles voulaient. Tout ce que vous avez fait pour moi. Les mots sont sortis plus froids que je ne l'aurais voulu. Dis-moi, Jennifer, qu'avez-vous fait exactement pour moi? Elle a bafouillé, cherchant ses arguments dans le vide. Nous te donnons un toit. Nous prenons soin de toi. Vous prenez soin de moi, ai-je interrompu, sentant des décennies de silence se briser en moi comme un barrage qui cède. Prenez-vous soin de moi quand vous me réveillez à 6 heures du matin pour préparer le petit déjeuner? Quand je dois laver vos vêtements, repasser les chemises de Marc, nettoyer la salle de bain que vous salissez? C'est cela, prendre soin de moi. Marc a frappé le mur du poing, faisant trembler la photo de mariage suspendue là depuis 45 ans. Tu es une vieille femme ingrate et égoïste. Sans nous, tu serais en train de pourrir dans une maison de retraite sordide. Ces mots auraient dû me blesser. 6 mois plus tôt, ils m'auraient détruite. Mais aujourd'hui, après ce que j'avais vécu, après les humiliations que j'avais avalées en silence, après les nuits passées à pleurer dans ma chambre pendant qu'ils riaient dans le salon en dépensant mes $1500 mensuels pour leurs caprices. Ces mots ont ricoché sur moi sans me faire le moindre mal. Peut-être as-tu raison, ai-je dit en reprenant mon sac. Peut-être suis-je une vieille femme égoïste, mais cette vieille femme égoïste vient de retrouver sa liberté. Jennifer s'est effondrée sur le canapé, ce même canapé que j'avais payé lorsque le leur s'était cassé.
Ses mains tremblaient alors qu'elle se couvrait le visage. Tu ne peux pas nous faire ça, maman. S'il te plaît. Marc a des traitements médicaux. Nous avons des engagements financiers. Tu vas nous ruiner. Je vais vous ruiner, ai-je répété lentement, laissant chaque mot s'installer dans l'air lourd de la pièce. N'est-ce pas ironique? Pendant 3 ans, vous avez vécu sur ma pension, chaque dollar que j'ai gagné à la sueur de mon front et par mes efforts. Et maintenant que je décide que cet argent m'appartient à nouveau, c'est moi qui vous ruine. Marc s'est approché à nouveau. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était plus seulement de la rage. C'était de la peur. Une peur bien réelle de perdre sa source de revenus, son distributeur automatique personnel qui avait fonctionné si longtemps sans protester. Éléanore, soyons raisonnables, a-t-il dit en essayant d'adoucir son ton, sans tout à fait y parvenir. Nous pouvons trouver un accord. Tu n'as pas besoin d'être si radical. J'ai regardé cet homme qui était entré dans ma famille 7 ans plus tôt avec son sourire charmeur et ses promesses de prendre soin de ma fille. Le même homme qui ne me voyait désormais plus que comme une source d'argent, une ressource à exploiter jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Le seul accord que nous allons avoir, ai-je dit en me dirigeant vers l'escalier menant à ma chambre, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, mon argent n'appartient qu'à moi. Et si cela vous dérange, eh bien, la porte est ouverte. Vous savez où elle se trouve. Je les ai laissés là, au milieu du salon, la bouche bée et leur plan en ruine. J'ai gravi chaque marche en sentant un poids énorme s'envoler de mes épaules. Il m'avait fallu 69 ans pour apprendre cette leçon, l'amour ne s'achète pas, une vraie famille ne vous exploite pas, et il n'est jamais, jamais trop tard pour réclamer sa dignité. Derrière moi, j'entendais Jennifer sangloter et Marc jurer à voix basse. Mais pour la première fois en 3 ans, ces bruits ne me brisaient plus le cœur. Il ne faisait que me rappeler pourquoi j'avais pris la décision la plus importante de ma vie ce matin-là, en entrant dans la banque pour prononcer les mots qui allaient tout changer, je veux modifier mes coordonnées bancaires. J'ai besoin d'une nouvelle carte, une carte que personne d'autre ne peut toucher. Tout avait commencé il y a 3 ans, lors des funérailles de mon mari Richard. Je me souviens de l'odeur des œillets blancs mêlés à l'arôme du café que les voisins avaient préparé pour les invités. Je me souviens des mains de Jennifer serrant les miennes alors que je regardais le cercueil descendre, emportant avec lui 45 ans de ma vie, de rires partagés, de petits déjeuners paisibles, de disputes futiles et de douces réconciliations. Richard était mort d'une crise cardiaque massive un mardi matin. Il arrosait les plantes du jardin, ces roses qu'il aimait tant. Il s'était simplement effondré, et à l'arrivée de l'ambulance, il était déjà trop tard. Le médecin m'a dit qu'il n'avait pas souffert, que cela avait été instantané. Mais moi, j'ai souffert. Mon Dieu, ce que j'ai souffert. Les premiers mois dans cette maison vide ont été un enfer silencieux. Chaque recoin criait son absence, sa tasse de café dans le placard, ses pantoufles près du lit, sa brosse à dents que je n'avais pas eu le courage de jeter avant 6 mois. Je me réveillais aux premières lueurs de l'aube en m'attendant à le trouver dans la cuisine en train de lire le journal, et la réalité me frappait à chaque fois comme si c'était la première. Au début, Jennifer venait me voir souvent. « Maman, tu ne peux pas rester seule », me disait-elle en s'asseyant sur le canapé du salon où Richard et moi avions regardé tant de films. « Viens vivre avec nous pendant un certain temps, juste le temps de te remettre sur pied. » Marc hochait la tête à ses côtés avec ce sourire qui me semblait alors sincère, plein d'une sollicitude filiale. J'ai résisté pendant des semaines. Cette maison était mon sanctuaire, l'endroit où j'avais élevé Jennifer, où chaque mur abritait un souvenir, mais la solitude pesait sur mes os comme du plomb. Les nuits devenaient éternelles. Le silence était si épais qu'on pouvait presque le toucher. Finalement, j'ai accepté. Juste pour un petit moment, leur ai-je dit, jusqu'à ce que j'apprenne à être seul à nouveau. J'ai préparé 2 valises avec l'essentiel, des vêtements, quelques photos, le châle en laine verte que Richard m'avait offert pour notre 20e anniversaire. J'ai fermé la porte de ma maison la gorge nouée, me promettant de revenir bientôt. Comme j'étais naïve. Comme j'étais aveugle. Les premiers mois chez Jennifer ont été supportables. Elle travaillait dans une boutique en centre-ville et Marc était censé chercher un emploi après avoir été licencié de la compagnie d'assurance où il travaillait. J'aidais aux tâches ménagères. Je cuisinais. Je nettoyais. Cela me permettait de me sentir utile, nécessaire. Je pensais contribuer à la famille pendant que mon cœur brisé guérissait.
Mais les choses ont commencé à changer subtilement. D'abord, ce fut Marc qui me demanda de lui prêter 200 $ pour une formation qui, selon lui, l'aiderait à trouver un emploi. Je te rembourserai le mois prochain, Eleanor. Promis. Il ne m'a jamais remboursé. Ensuite, Jennifer a eu besoin de 300 $ pour rembourser une dette de carte de crédit. C'est une urgence, maman. Si je ne paie pas, ils vont me facturer des intérêts exorbitants. Je n'ai jamais revu cet argent non plus. Au début, cela ne me dérangeait pas. Ils étaient ma famille, ma seule famille. Si mon argent pouvait les aider, pourquoi pas? Richard disait toujours que la famille passait en premier, que l'argent allait et venait, mais que les liens du sang étaient éternels. Je croyais en ces paroles comme s'il s'agissait d'une vérité absolue. Un jour, Marc est venu me voir avec une proposition. Eleanor, j'ai réfléchi. Ce serait plus simple si ta pension était versée directement sur notre compte. Comme ça, on gère mieux les dépenses de la maison. Tu n'auras à te soucier de rien, on s'occupe de tout. Il a dit cela si naturellement, comme si c'était la chose la plus logique au monde. Jennifer a immédiatement soutenu l'idée. C'est vrai, maman. C'est plus simple ainsi. En plus, tu n'es pas très doué avec les chiffres. Tu te souviens que c'était papa qui gérait toutes les finances? On va faire pareil. On va s'occuper de toi. Leurs paroles semblaient raisonnables, enveloppées d'attention et d'amour, ou du moins de ce que je croyais être de l'amour. J'ai signé les papiers à la banque sans lire les petites lignes. Avec confiance, j'ai donné l'accès à ma carte. J'ai cédé le contrôle de mes 1500 $ par mois sans poser de questions. Après tout, je vivais sous leur toit, je mangeais leur nourriture, j'utilisais leur électricité. C'était juste, n'est-ce pas? C'était ce qu'il fallait faire. La transformation a été progressive, si lente que je ne m'en suis rendu compte que lorsque j'ai été prise au piège. Marc a commencé à me traiter moins comme une belle-mère et plus comme une employée. Eleanor, le petit déjeuner prend trop de temps. Je suis pressé. Eleanor, ces chemises sont mal repassées. Refais-les. Eleanor, tu as mal nettoyé la salle de bain. Il y a encore des traces sur le miroir. Jennifer a cessé de me demander comment j'allais. Les conversations sur ma journée, sur mes sentiments, sur mon processus de deuil ont tout simplement disparu. Désormais, nous ne parlions plus que des corvées en attente, des courses que je devais faire, des repas que je devais préparer. J'étais devenu une ombre dans cette maison, un fantôme bien utile qui cuisinait, nettoyait et payait les factures sans se plaindre. Le week-end, il sortait dans des restaurants chics sans m'inviter. C'est juste que ces endroits sont très bruyants, maman. À ton âge, tu as besoin de repos, me disait Jennifer en enfilant une robe de couleur corail qui, je le savais, avait coûté au moins 300 $. Des dollars issus de ma pension. Je restais à la maison à manger des restes, regardant la télévision dans la petite pièce qu'il m'avait attribuée au fond de la maison. Un jour, j'ai trouvé un reçu oublié sur la table de la cuisine. Il provenait d'une bijouterie du centre commercial le plus exclusif de la ville. Marc avait acheté à Jennifer un collier en or pour 1200 $. Mon cœur s'est serré. Tandis que je portais les mêmes vêtements usés depuis des années, tandis que je me refusais des plaisirs simples comme un nouveau livre ou une pâtisserie de la boulangerie que j'aimais bien, il s'offrait des luxes avec mon argent. J'ai commencé à être plus attentive. Les sorties nocturnes, les nouveaux vêtements qui apparaissaient dans leur placard chaque semaine. La voiture de sport que Marc s'était achetée avec ses économies, alors qu'il n'avait pas travaillé un seul jour en 2 ans. Tout s'assemblait comme un puzzle macabre. Ma pension n'était pas utilisée pour les dépenses du ménage, elle finançait un train de vie qu'il ne pouvait pas s'offrir seul. J'ai essayé de parler à Jennifer un soir, pendant que nous faisions la vaisselle. Ma chérie, j'ai réfléchi. Je devrais peut-être retourner dans ma maison. Assez de temps s'est écoulé depuis la mort de ton père. J'ai besoin d'apprendre à vivre seul à nouveau. Mes mains tremblaient en rinçant une assiette. Elle m'a regardé avec des yeux froids, si différents des yeux chaleureux de la petite fille que j'avais élevée. Retourner dans ta maison. Maman, ne sois pas idiote. Cette maison est à l'abandon. Et puis, comment vas-tu vivre seul à ton âge? Et si tu tombes? Et si tu tombes malade? Ici, tu es en sécurité. Ici, on s'occupe de toi. Mais dans sa voix, il n'y avait pas d'amour.
Il n'y avait que du calcul. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans ma petite chambre, serrant mon oreiller pour étouffer mes sanglots. Richard me manquait avec une intensité qui me déchirait en deux. Jamais il n'aurait permis cela. Il m'aurait défendu. Mais Richard était mort, enterré sous la terre froide, et j'étais seul face à une réalité que je refusais d'accepter. Ma propre fille, le bébé que j'avais allaité, la fillette dont j'avais soigné les genoux après chaque chute, l'adolescente dont j'avais séché les larmes après chaque déception amoureuse, m'utilisait. Elle me pressait jusqu'à la dernière goutte comme si j'étais une ressource inépuisable, une source d'argent sans sentiment, sans dignité, sans autre valeur que celle que je pouvais fournir financièrement. Mais je n'avais toujours pas le courage de réagir. Je m'accrochais encore à l'espoir que les choses s'améliorent, que ce ne soit qu'une phase difficile, que l'amour que nous partagions autrefois finisse par renaître. Je me mentais chaque matin en me réveillant. Chaque soir en me couchant, j'avalais l'humiliation parce que l'alternative consistait à accepter que j'avais perdu non seulement mon mari, mais aussi ma fille. Les mois ont passé et la situation n'a fait que s'aggraver. Marc ne faisait même plus semblant de chercher du travail. Il se levait à midi, mangeait le petit déjeuner que je préparais sans même un merci, et passait le reste de la journée sur le canapé à regarder du sport ou à jouer à des jeux vidéo. Jennifer rentrait du travail, et au lieu de m'aider pour le dîner, elle s'enfermait dans sa chambre pour parler au téléphone avec ses amis de leurs prochaines vacances. Un vendredi soir, alors que je nettoyais la cuisine après qu'ils soient partis dîner, j'ai trouvé un relevé bancaire jeté à la poubelle. Je l'ai sorti avec des mains tremblantes et l'ai déplié sous la lumière de la lampe. Mes yeux ont parcouru les lignes de dépenses, restaurants, bars, magasins de vêtements, spa, salles de sport. En un seul mois, ils avaient dépensé $2800. Ma pension était de $1500. Le reste provenait de cartes de crédit dont j'ignorais l'existence. Des cartes qui étaient remboursées le mois suivant avec mon argent. Je me suis assise sur la chaise de la cuisine, sentant le monde vaciller autour de moi. Ils se noyaient dans les dettes, vivaient au-dessus de leurs moyens, et utilisaient ma pension comme un puissant fond pour couvrir leurs excès. Combien de temps cela pouvait-il durer? Que se passerait-il lorsque je ne pourrais plus payer leurs dettes? Allaient-ils me jeter à la rue comme un vieux chiffon qui ne servait plus à rien? Cette nuit-là, allongé dans mon lit étroit, les yeux fixés sur le plafond fissuré de ma petite chambre, j'ai pris une décision. Je devais savoir exactement ce qui se passait avec mon argent. Je devais comprendre l'ampleur du problème avant de pouvoir agir. Et surtout, j'avais besoin de reprendre ne serait-ce qu'un peu du contrôle que j'avais perdu sur ma propre vie. Le lendemain matin, je me suis levé avant l'aube comme toujours. J'ai préparé le café, dressé la table du petit déjeuner, cuisiné des œufs brouillés et des toasts, le tout en mode automatique, tandis que mon esprit élaborait un plan. J'avais besoin d'informations. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de voir de mes propres yeux l'étendue du vol qu'ils commettaient à mon encontre. Lorsque Jennifer et Marc se sont levés, j'avais déjà pris ma décision. Je dois aller à la banque aujourd'hui, ai-je annoncé en versant le café. Je dois régler certaines affaires en suspens avec le compte de votre père. Marc a levé les yeux de son téléphone avec une expression d'alerte instantanée. La banque? Pourquoi as-tu besoin d'aller à la banque? Si tu as besoin de quelque chose, je peux y aller pour toi. Son ton était trop anxieux, trop contrôlant. Ce sont des affaires personnelles, ai-je répondu fermement, me surprenant moi-même. Des documents que je dois signer. Des histoires d'héritage. J'ai menti sans ciller, et le mensonge est sorti si naturellement que cela m'a presque fait peur. Jennifer a échangé un regard inquiet avec Marc. Maman, je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu sortes seule. Laisse-moi t'accompagner. Je finis le travail à 15h, nous pourrons y aller ensemble. Mais je savais que si elle m'accompagnait, je n'obtiendrais jamais les réponses dont j'avais besoin. J'irai seul, ai-je dit. Et il y avait dans ma voix quelque chose de nouveau, quelque chose qui les a fait reculer légèrement à 10h du matin. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai pris mon sac et j'ai quitté la maison avant qu'ils ne puissent protester davantage. La banque se trouvait à 20 minutes en bus. Pendant le trajet, mon cœur battait si fort que je pensais que tous les passagers pouvaient l'entendre. Que allais-je découvrir? Avais-je vraiment envie de connaître la vérité? Mais il était trop tard pour faire demi-tour. J'avais franchi une ligne invisible ce matin-là, et il n'y avait pas de retour possible. À la banque,
une jeune conseillère nommée Sarah m'a accueilli avec un sourire professionnel. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider ?» Ses yeux étaient bienveillants, sans jugement, et cela m'a donné le courage dont j'avais besoin. « J'ai besoin de voir toutes les transactions sur mon compte des 3 dernières années, ai-je dit, ma voix étant à peine un murmure. Tous les dépôts et tous les retraits. Je veux un relevé complet. » Sarah a hoché la tête et a commencé à pianoter sur son ordinateur. Après quelques minutes, l'imprimante a commencé à recracher page après page d'informations. Quand elle a eu fini, il y avait devant moi une pile de papier de près de 50 pages d'épaisseur. « Souhaitez-vous les consulter ici, ou préférez-vous les emporter chez vous ?» a-t-elle demandé. « Je vais les consulter ici », ai-je répondu, prenant la pile avec des mains qui tremblaient à peine maintenant. Je me suis assise sur l'une des chaises de la salle d'attente et j'ai commencé à lire. Et à chaque page tournée, je sentais mon cœur devenir plus petit, plus dur, plus froid. Les chiffres ne mentaient pas. En 3 ans, ils avaient dépensé plus de 60 000 $ de ma pension. 60 000 $. L'argent que j'avais gagné au cours de 42 ans de travail, en me levant avant le soleil, en sacrifiant ma santé, mes genoux qui craquaient maintenant à chaque pas, mon dos qui me faisait souffrir chaque nuit. J'ai vu des retraits de 500 $ dans des magasins d'électronique, 800 $ dans des restaurants de luxe, 1000 $ dans une bijouterie, 2000 $ dans une agence de voyage. Des achats et encore des achats. Du luxe et encore du luxe. Le tout payé par mes efforts, par ma douleur, par ma dignité. Mais le pire n'était pas les grosses dépenses. Le pire résidait dans les petits détails qui révélaient la véritable nature de leur trahison. Des retraits de 20 $ dans des bars à 2 heures du matin, 50 $ dans des salons de coiffure chaque semaine, 150 $ de vêtements chaque mois. Tandis que je portais les 3 mêmes robes usées que j'avais apportées de chez moi, tandis que je refusais d'acheter mes médicaments pour l'arthrite parce que je ne voulais pas être un fardeau, il s'exhibait avec des vêtements neufs et des ongles parfaits. Sarah s'est approchée au bout d'1 heure, l'air inquiet. « Est-ce que tout va bien, madame ? Puis-je vous apporter un verre d'eau ?» C'est alors que je me suis rendu compte que des larmes coulaient sur mes joues sans même que je m'en aperçoive. « Tout va bien », ai-je menti, essuyant mes larmes du revers de la main. « J'ai juste besoin. J'ai besoin de savoir quelque chose. Est-il possible de changer les coordonnées bancaires de mon compte ? Pour que ma pension soit déposée sur un nouveau compte, une carte que moi seul possède ? » Les yeux de Sarah se sont éclairés d'un air de compréhension. Elle avait déjà vu cela auparavant, je le savais à sa façon de hocher la tête. « Bien sûr que c'est possible, madame. Et je peux vous aider pour cela dès maintenant si vous le souhaitez. J'ai juste besoin que vous me présentiez votre pièce d'identité et que vous signiez quelques formulaires. » Ma main s'est dirigée vers mon sac presque d'elle-même. « Oui, » ai-je dit, et ma voix a résonné de manière plus ferme que je ne me sentais. « Oui, je veux le faire maintenant. Je veux un nouveau compte, une nouvelle carte, quelque chose que moi seul puisse toucher. » Sarah a travaillé rapidement et efficacement. Elle m'a expliqué chaque étape du processus, chaque formulaire que je signais. En moins d'1 heure, j'avais un compte entièrement neuf avec une carte qui arriverait à mon adresse sous 5 jours ouvrables. Ma pension du mois suivant y serait déposée directement, dans un endroit où Jennifer et Marc ne pourraient pas l'atteindre. « Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ?» a demandé Sarah lorsque nous avons terminé. Il y avait dans son regard un mélange d'admiration et de tristesse, comme si elle comprenait exactement ce qui se passait. « Oui », ai-je dit, me surprenant à nouveau. « Je veux des copies supplémentaires de ces relevés, 3 jeux complets. Si je devais faire cela, si je devais reprendre ma vie en main, je devais me préparer à ce qui allait suivre. » Je suis sorti de la banque avec un sac plus lourd, transportant non seulement les papiers, mais aussi une nouvelle détermination. Le soleil brillait plus fort que lorsque j'étais entré. Ou peut-être était-ce simplement que je pouvais mieux le voir maintenant. Pendant 3 ans, j'avais vécu dans le brouillard du deuil et de la manipulation. Mais ce brouillard se dissipait, révélant une vérité laide mais libératrice. Dans le bus du retour, j'ai serré mon sac contre ma poitrine et j'ai regardé par la fenêtre. Nous sommes passés devant la boulangerie où Richard m'achetait des beignets le dimanche. Nous sommes passés devant le parc où Jennifer avait appris à faire du vélo. Nous sommes passés devant l'église où nous nous étions mariés il y a 45 ans. Tous ces souvenirs. Tous ces magnifiques souvenirs. Et pourtant, me voilà, une femme de 69 ans obligée de se protéger de sa propre fille. Quand je suis rentré,
Jennifer était au travail et Marc ronflait sur le canapé, la télévision allumée diffusant un match de football. Je suis monté tranquillement dans ma chambre et j'ai caché les papiers tout au fond de ma valise, sous les sous-vêtements et les vieilles chaussettes. Personne ne chercherait là. Personne ne penserait que moi, la vieille femme stupide qui s'était laissée manipuler, aurait la ruse de cacher des preuves. Je me suis assise sur mon lit et j'ai regardé autour de moi ma petite chambre, les murs couleur crème qui s'écaillaient, la fenêtre qui donnait sur la ruelle arrière, le minuscule placard où mes vêtements tenaient à peine. Ce n'était pas une chambre pour une invitée aimée. C'était une chambre de bonne, un endroit pour loger la domestique qui cuisinait, nettoyait et payait les factures. Mais dans 5 jours, quand ma nouvelle carte arriverait, tout changerait. Dans 5 jours, je commencerai à réclamer non seulement mon argent, mais quelque chose de bien plus précieux, ma dignité, mon estime de moi, mon droit d'exister en tant que personne et non comme simple source de revenus pour des gens qui avaient oublié ce que signifiait aimer. Les 5 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Chaque matin, je me réveillais en me demandant si ce serait le jour de l'arrivée de la carte. Chaque fois que j'entendais le facteur, mon cœur bondissait. Mais je devais agir normalement, ne pas éveiller les soupçons, continuer à être l'Éléanore soumise et obéissante qu'ils attendaient. Marc a remarqué quelque chose de différent chez moi le 3e jour. Je servais le dîner quand il m'a regardé avec des yeux plissés. « Tu as été bizarre ces derniers temps, Éléanore. Est-ce que quelque chose ne va pas chez toi ?» Son ton était accusateur, comme si je n'avais pas le droit d'avoir mes propres pensées. « Tout va bien », ai-je répondu, gardant les yeux fixés sur l'assiette de poulet que je servais. Juste un peu fatigué, tu sais, la vieillesse. J'ai laissé mes épaules s'affaisser un peu plus, ma voix paraître plus faible. C'était un rôle que je jouais depuis 3 ans, quelques jours de plus ne feraient pas de différence. Jennifer est rentrée ce soir-là avec de nouveaux sacs de shopping. J'ai reconnu les logos des magasins de luxe du centre commercial. Maman, j'ai besoin que tu repasses cette robe lavande pour demain. J'ai un dîner important avec des amis, a-t-elle dit, laissant les sacs dans ma chambre comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. J'ai regardé cette robe, qui avait probablement coûté $200 de ma pension, et quelque chose s'est enfin brisé en moi. Pourquoi ne la repasses-tu pas toi-même? Les mots m'ont échappé avant que je ne puisse les retenir. Jennifer s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés. Que as-tu dit? Sa voix avait un ton menaçant, le même ton qu'elle utilisait adolescente lorsqu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Rien, me suis-je empressé de dire, me détestant pour ma lâcheté, mais sachant que je devais attendre. Plus que 2 jours avant que la carte n'arrive. 2 jours de plus, et je pourrais arrêter de faire semblant. Le 4e jour, j'ai bien failli tout gâcher. Je nettoyais la chambre de Jennifer et de Marc, une tâche que je faisais chaque semaine même si cela me brisait le dos, quand j'ai vu une enveloppe ouverte sur le bureau. C'était un relevé pour une carte de crédit que je ne connaissais pas. La curiosité l'a emporté sur la prudence, et je l'ai sorti de l'enveloppe. Le solde débiteur était de $15 000. $15 000 de dette sur une carte que je n'avais jamais vue. J'ai examiné les frais avec des mains tremblantes, restaurant, voyage, vêtements, bijoux, un mois à la plage qu'ils avaient pris l'été dernier pendant que je restais seul à la maison. L'écran géant du salon, les nouveaux meubles de la salle à manger, tout avait été acheté à crédit, et je savais exactement qui payait ses mensualités, ou plutôt essayait de les payer, car visiblement cela ne suffisait pas. Il sombrait dans les dettes tout en épuisant ma pension. Et quand mon argent ne suffirait plus, qu'allait-il faire? Allait-il me mettre dehors? Allait-il me forcer à vendre ma maison pour payer leurs caprices? J'ai entendu des pas dans l'escalier et j'ai rapidement remis l'enveloppe à sa place. Marc est entré dans la pièce et m'a trouvé en train d'épousseter la table de chevet avec des mains visiblement tremblantes. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-il demandé d'un air méfiant. « Je nettoie » ai-je répondu sans le regarder. Comme tous les jeudis. Il est resté sur le pas de la porte pendant un long moment inconfortable avant de grogner quelque chose d'inintelligible et de s'en aller. J'ai quitté cette pièce le cœur battant si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. C'était passé près, beaucoup trop près. Le 5e jour, enfin, la carte est arrivée. J'ai entendu le facteur déposer le courrier dans la boîte aux lettres vers 11 heures du matin. Jennifer était au travail et Marc était sorti voir des amis, probablement pour dépenser de l'argent qu'il n'avait pas. J'étais seul. J'ai couru vers la porte avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ma main tremblait tellement que je pouvais à peine ouvrir la boîte aux lettres.
Elle était là, au milieu des factures et des publicités, une enveloppe officielle de la banque avec mon nom dessus. Juste mon nom, pas celui de Jennifer, pas celui de Marc. Le mien. Je l'ai ouverte d'un geste maladroit et j'ai sorti la nouvelle carte. Elle était argentée, brillant au soleil, et elle me donnait l'impression de tenir ma liberté entre mes mains. Mon nom y était gravé en lettres élégantes, Eleanor Monsieur Ramirez. Ce n'était pas seulement une carte, c'était la clé d'une nouvelle vie. J'ai mis l'enveloppe dans mon sac et je suis retourné à l'intérieur. Je devais activer la carte, changer le code PIN, m'assurer que tout fonctionnait correctement. J'ai appelé le numéro indiqué dans les instructions et j'ai suivi chaque étape méticuleusement. Lorsque la voix automatisée a confirmé que ma carte était active et que le prochain versement de ma pension arriverait dans 2 jours, j'ai ressenti un soulagement si intense que j'ai dû m'asseoir. 2 jours. Dans 2 jours, quand Marc essaierait de retirer de l'argent au distributeur comme il le faisait toujours le premier du mois, il n'y aurait rien. Le compte serait vide, et viendrait alors la confrontation que je repoussais depuis 3 ans. Ce soir-là, Jennifer est rentrée de mauvaise humeur. Elle avait eu une journée difficile à la boutique, disait-elle, bien que je soupçonne que cela ait plutôt un rapport avec une cliente qui avait retourné un article acheté avec mon argent. « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» a-t-elle demandé sans même dire bonjour. « Poulet rôti et pommes de terre », ai-je répondu en posant les assiettes sur la table. Comme tous les jeudis. Marc est arrivé peu après, sentant la bière, les yeux vitreux. Il s'est assis à table sans se laver les mains et a commencé à se servir sans m'attendre. Ce poulet est sec, s'est-il plaint dès la première bouchée. Tu ne peux pas cuisiner quelque chose de convenable pour une fois. Quelque chose en moi s'est endurci. J'ai regardé cette assiette de nourriture que j'avais préparée avec des ingrédients achetés avec mon argent, sur une cuisinière que j'avais payée, dans une maison qui m'appartenait. Si cela ne te plaît pas, ai-je dit d'une voix que je ne me connaissais pas, tu pourras cuisiner toi-même demain. Le silence qui a suivi était absolu. Jennifer s'est arrêtée de mâcher et m'a regardé comme s'il m'était poussé une deuxième tête. Marc a laissé tomber sa fourchette avec un bruit métallique contre l'assiette. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» a-t-il demandé d'une voix dangereusement basse. « Tu m'as très bien entendu », ai-je répondu en me levant de table. « Je suis fatigué. Je vais dans ma chambre. » Et je suis parti, les laissant bouche bée, sentant leur regard d'incrédulité me transpercer le dos. Dans ma chambre, je me suis assise sur le lit et j'ai sorti la nouvelle carte de mon sac. Je l'ai tenue sous la lumière de la lampe et j'ai vu mon reflet déformé sur sa surface argentée. Cette femme dans le reflet, avec ses rides et ses cheveux gris, avec ses mains marquées par des années de labeur, cette femme, c'était moi. Et cette femme venait de faire le premier pas concret vers sa liberté. J'ai caché la carte au même endroit que les relevés bancaires. Demain serait vendredi, le lendemain samedi, puis dimanche. Et lundi, le 1er du mois, lorsque ma pension atterrirait sur le nouveau compte et non sur l'ancien, ma véritable bataille commencerait. Mais cette fois-ci, je ne me battrai pas les mains vides. Cette fois-ci, j'aurai quelque chose qu'ils avaient sous-estimé depuis bien trop longtemps, ma propre volonté de survivre. Je me suis couché cette nuit-là avec un mélange de peur et d'anticipation. Je savais que ce qui m'attendait serait laid, douloureux, probablement dévastateur. Mais je savais aussi qu'il n'y avait pas d'autre choix. J'étais arrivé au bout du chemin, et la seule direction possible était d'aller de l'avant, vers la lumière, vers la liberté. Même si le prix à payer était de perdre les seules personnes qu'il me restait dans ce monde. Car après tout, quelle valeur avaient ces personnes si elles ne me voyaient que comme un moyen de financer leur vie? Quel genre d'amour était-ce s'il n'existait que tant que l'argent coulait? Le moment était venu de découvrir s'il restait quelque chose de réel sous toute cette cupidité, ou si j'avais perdu ma fille bien avant de vouloir l'admettre. Le week-end s'est déroulé dans une étrange tension. Jennifer et Marc me regardaient avec méfiance, comme s'ils savaient que quelque chose avait changé, sans pouvoir mettre le doigt sur quoi exactement. J'ai continué ma routine habituelle, cuisiner, nettoyer, laver leurs vêtements, mais il y avait une subtile différence dans ma façon de faire. Je ne m'excusais plus pour tout. Je ne baissais plus la tête quand Marc marmonnait ses plaintes. Le dimanche soir, alors que je préparais le dîner, j'ai entendu Marc parler au téléphone dans le salon. Sa voix était tendue, nerveuse. « Je te dis que j'ai besoin de ce prêt pour demain. »« Ouais, je sais. Écoute, ma belle-mère nous aide tous les mois, mais il y a un retard cette fois. C'est juste une question de jours.
Il mentait avec un tel naturel que cela m'écœurait. Il cherchait déjà d'autres moyens d'obtenir de l'argent, anticipant des problèmes dont il ne soupçonnait même pas l'ampleur. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Je me suis retourné dans mon lit, fixant le plafond, répétant mentalement ce que je dirais le moment venu. Les mots me semblaient lourds sur la langue, des années de silence accumulées qui attendaient enfin d'être libérées. À 3 heures du matin, je me suis levé et je suis allé dans la cuisine pour me préparer une tisane à la camomille. Je me suis assise à la table sombre, éclairée seulement par la lumière du réfrigérateur, et j'ai tenu ma tasse à 2 mains. À cette table même, Richard et moi avions partagé des milliers de petits déjeuners. À cette table, j'avais aidé Jennifer à faire ses devoirs quand elle était enfant. À cette table, nous avions fêté des anniversaires, des Noëls, des remises de diplômes. Comment en étions-nous arrivés là? À quel moment l'amour était-il devenu une transaction commerciale? Lundi s'est levé avec un ciel gris menaçant de pluie. Je me suis levé tôt comme toujours, mais cette fois-ci, j'avais l'estomac noué. J'ai préparé le petit déjeuner en silence, écoutant le moindre bruit dans la maison, attendant le moment inévitable. Marc est descendu vers 9 heures, déjà habillé. Je vais à la banque, a-t-il annoncé en prenant les clés de la voiture. J'ai besoin de retirer du liquide. Il ne m'a pas regardé en disant cela. Il ne me regardait jamais quand il parlait d'argent, comme si j'étais juste un objet dont on extrait des ressources. Passe une bonne journée, ai-je dit d'une voix neutre, bien que mon cœur batte si fort que j'ai cru qu'il pouvait l'entendre. Marc est parti en claquant la porte, et je suis resté immobile près de la cuisinière, comptant les minutes. Jennifer dormait encore. Elle était rentrée tard la veille d'une sortie entre amis, dépensant probablement encore de l'argent qu'il n'avait pas dans des cocktails et des amuse-bouches hors de prix. J'ai nettoyé la cuisine lentement, rangeant chaque objet avec une précision millimétrique, repoussant le moment de monter dans ma chambre. Finalement, je suis monté et j'ai sorti ma nouvelle carte de sa cachette. Je l'ai tenue dans mes mains et j'ai pris une profonde inspiration. Quelque part en ville, Marc se trouvait devant un distributeur de billets, insérant l'ancienne carte, attendant les billets qu'il dépensait depuis 3 ans sans aucun remords. Mais cette fois-ci, rien ne sortirait. Cette fois-ci, la machine lui indiquerait qu'il n'y avait pas de fonds disponibles. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 20 minutes plus tard, j'ai entendu la voiture arriver dans un crissement de pneus. La porte s'est ouverte avec une telle force qu'elle a heurté le mur. Les pas de Marc ont martelé l'escalier comme une charge de cavalerie. Jennifer, Jennifer, réveille-toi. Sa voix était chargée de panique et de fureur. J'ai entendu Jennifer gémir, encore endormie. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle heure est-il? Sa voix semblait irritée et confuse. La carte ne marche pas. Il n'y a pas d'argent sur le compte. Rien. Le distributeur m'a mis un message de solde insuffisant. J'ai essayé 3 fois, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Marc criait maintenant, sa voix montant d'un octave à chaque mot. Il y a eu un silence, puis des pas précipités. Jennifer devait vérifier son téléphone, se connecter à l'application de la banque. Ce n'est pas possible, l'ai-je entendu marmonner. Ça doit être une erreur. La pension de maman arrive toujours le 1er du mois. Toujours. Eh bien, elle n'est pas arrivée aujourd'hui, et notre compte est dans le rouge. J'ai des paiements à faire aujourd'hui. J'ai promis de l'argent à Yvan. Qu'est-ce que je vais lui dire? Marc semblait désespéré maintenant, son masque de contrôle s'étant complètement désintégré. Je vais appeler la banque, a dit Jennifer, et je pouvais entendre la peur dans sa voix. La peur que leur source de revenus se soit tarie. La peur de devoir faire face aux conséquences de 3 ans de dépenses incontrôlées. Je suis descendu lentement, me tenant à la rampe. Chaque marche était délibérée, mesurée. Quand je suis arrivé en bas, Jennifer était au téléphone, toujours en pyjama, les cheveux ébouriffés et le visage pâle. Marc faisait les 100 pas comme un animal en cage, jurant entre ses dents. Jennifer m'a vu et ses yeux se sont fixés sur moi avec une intensité qui aurait été terrifiante à un autre moment. La banque dit qu'il n'y a pas d'erreur, a-t-elle dit lentement en baissant son téléphone. Elle dit que le compte est actif, mais qu'il n'a reçu aucun dépôt ce mois-ci. C'est impossible, a explosé Marc. La pension d'Eleanor arrive toujours le 1er. Toujours. Il s'est tourné vers moi, les yeux injectés de sang. Qu'est-ce que tu as fait, vieille folle? Tu as parlé à quelqu'un?
Il y a eu un problème avec ta pension? J'ai pris une profonde inspiration, sentant toute la peur et toute l'anxiété de ces derniers jours se transformer en un calme froid et étrange. Il n'y a eu aucun problème avec ma pension, ai-je dit d'une voix claire et ferme. En fait, elle est arrivée pile à l'heure ce matin. Le silence qui a suivi était absolu. J'entendais le tic-tac de l'horloge du salon, le ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine, les battements de mon propre cœur. Quoi? Jennifer a été la première à parler, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Qu'est-ce que tu veux dire par elle est arrivée? Je veux dire exactement cela, ai-je répondu, gardant une posture droite bien que mes genoux tremblent. Ma pension est arrivée ce matin. Mes $1500 sont en sécurité sur mon compte. Mon nouveau compte. Un compte que moi seul contrôle. Marc a fait un pas vers moi, les poings serrés. Que as-tu fait? Sa voix n'était plus qu'un grognement sourd et dangereux. Tu as changé de compte? Quand? Pourquoi? Il y a une semaine, ai-je dit, ressentant une immense libération à enfin dire la vérité. Je suis allé à la banque, j'ai ouvert un nouveau compte et j'ai changé les coordonnées pour que ma pension y soit versée, là où personne d'autre ne peut y toucher. Jennifer a porté ses mains à sa bouche. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage et de panique. Maman, tu ne peux pas faire ça. Cet argent. Nous dépendons de cet argent. Comment allons-nous payer les factures? Comment allons-nous manger? J'ai plongé mon regard dans le sien. Ma fille, l'enfant que j'avais tenu dans mes bras, que j'avais consolé pendant ses cauchemars, que j'avais applaudi à chacune de ses réussites. De la même manière que j'ai dû le faire pendant 42 ans avant de prendre ma retraite, ai-je dit d'une voix ferme. En travaillant. Marc a explosé. Tu es égoïste, une vieille femme ingrate. Tu as vécu sous notre toit. Tu as mangé notre nourriture. On t'a tout donné. Il s'est approché si près que je pouvais voir les veines battre sur son cou. Votre toit, ai-je répété, et cette fois ma voix s'est élevée elle aussi. Votre toit, Marc? Cette maison porte mon nom sur le titre de propriété. Cette maison que Richard et moi avons achetée il y a 35 ans. Vous êtes venu vivre ici parce que vous n'aviez nulle part ailleurs où aller. Et au lieu de me remercier, vous m'avez transformé en servante et en distributeur de billets. J'ai sorti de mon sac la pile de papiers que j'avais conservés, les relevés que j'avais fait imprimer à la banque. Je les ai jetés sur la table de la salle à manger avec un bruit sourd. Vous voulez parler de chiffres? Parlons-en. En 3 ans, vous avez dépensé $60 000 de ma pension. $60 000 que j'ai gagnés à la sueur de mon front, avec mon sang, avec ma santé ruinée. Jennifer s'est approchée des papiers avec des mains tremblantes. Ses yeux ont parcouru les pages, et j'ai vu son visage passer du rouge au blanc. Maman, nous. Tu. Quoi? Ai-je interrompu? Pensiez-vous que je ne l'apprendrais jamais? Ou pensiez-vous que j'étais trop stupide, trop vieille, trop brisée par la mort de Richard pour me défendre? Ma voix s'est légèrement brisée à l'évocation du nom de mon mari, mais je me suis rapidement reprise. Pensiez-vous que vous pourriez simplement continuer à me presser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi? Marc a arraché les papiers des mains de Jennifer et a commencé à les feuilleter frénétiquement. J'ai vu ses yeux passer de gauche à droite, reconnaissant chaque transaction, chaque dépense excessive, chaque luxe qu'il s'était offert avec mon argent. Son visage est passé par une série d'expressions, la surprise, la honte pendant une fraction de seconde, puis une pure rage. Cela ne prouve rien, a-t-il dit finalement, bien que sa voix ait perdu de sa conviction. Ce sont des dépenses ménagères normales, nourriture, services publics, entretien. Mais nous savions tous les deux qu'il mentait. Les chiffres ne mentaient pas. Des dépenses normales? J'ai repris les papiers et j'ai pointé une ligne spécifique. $1200 dans une bijouterie. Est-ce une dépense normale, Marc? Ou c'est $2000 dans une agence de voyage pour des vacances à la plage où je n'étais pas invité? Mon doigt passait d'une ligne à l'autre, exposant chaque mensonge, chaque tromperie. Jennifer s'est effondrée sur le canapé, se cachant le visage dans les mains. Maman, s'il te plaît. Nous ne voulions pas que tu te sentes mal. Nous pensions. Nous pensions que tu voulais nous aider. Tu as toujours dit que la famille passait en premier. La famille passe en premier, ai-je répété, sentant ces mots me brûler la gorge.
Mais tu ne m'as pas traité comme ta famille, Jennifer. Tu m'as traité comme une ressource, comme une source d'argent que tu pouvais exploiter sans conséquence. Tu exagères, a crié Mark en frappant du poing sur la table. On t'a donné un endroit où vivre. On t'a donné de la nourriture. On t'a tenu compagnie. Vous m'avez donné une chambre de la taille d'un placard, ai-je dit, sentant des décennies de douleur se concentrer dans ma poitrine. Vous m'avez fait travailler comme une domestique dans ma propre maison. Vous m'avez fait sentir que j'étais un fardeau, que je devais vous être reconnaissante pour les miettes d'affection que vous me jetiez. Et tout cela pendant que vous dépensiez mon argent dans des luxes que je n'aurais jamais pu m'offrir. Jennifer a levé les yeux, des traînées de maquillage gâché tachant ses joues. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant, maman? Nous avons des dettes, des engagements. Nous ne pouvons pas vivre sans ton aide. Ce n'est pas mon aide, l'ai-je corrigé fermement. C'est mon argent, ma pension, le fruit de 42 ans de travail que toi et ton mari avez systématiquement volé. Le mot « voler » est resté suspendu dans l'air comme une accusation indéniable. Mark a fait un pas menaçant vers moi. Fais attention à ce que tu dis, vieille folle. Voler est un mot très fort. Tu pourrais avoir des ennuis en lançant des accusations pareilles. Es-tu en train de me menacer, ai-je demandé, et à ma propre surprise, je n'ai ressenti aucune peur. Je ne ressentais qu'une fureur froide et calculée. Parce que j'ai tous ces documents. J'ai les preuves de chaque dollar que vous avez pris de mon compte sans mon autorisation explicite. J'ai la signature que tu m'as fait apposer sur ces papiers de la banque en me disant que c'était pour simplifier les choses. Tu veux parler d'ennuis juridiques, Mark? Il a légèrement reculé, la réalité de la situation finissant par pénétrer son cerveau. Jennifer le regardait avec des yeux ronds, calculant probablement les implications de ce que je disais. Tu n'irais pas voir la police, a dit Jennifer d'une voix tremblante. Tu ne ferais pas ça. Je suis ta fille. Tu es ma fille, ai-je acquiescé, sentant mon cœur se briser en prononçant les mots suivants. Et qu'est-ce qu'on est censé faire? Mark était passé de la rage à une sorte de désespoir pathétique. Nous avons 15 000 $ de dette de carte de crédit. La banque nous met la pression. Yvan va me tuer si je ne lui rembourse pas ce que je lui dois. Ce sont vos problèmes, ai-je dit avec une fermeté qui m'a surprise. Des problèmes que vous avez créés vous-même en vivant au-dessus de vos moyens. Je ne suis pas responsable de vos mauvaises décisions financières. Jennifer a bondi du canapé. Je ne peux pas croire que tu sois si cruel. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La maman que je connaissais ne ferait jamais ça. Tu nous abandonnes. Sa voix montait, hystérique. Je vous abandonne? J'ai senti un rire amer monter dans ma gorge. Moi, Jennifer? Tu m'as abandonné il y a 3 ans quand tu as décidé que je ne valais que ce que je pouvais t'apporter financièrement. Tu m'as abandonné chaque fois que tu m'as fait sentir comme un fardeau. Tu m'as abandonné quand tu as transformé mon deuil après la mort de ton père en une occasion de m'exploiter. Ce n'est pas vrai. A-t-elle crié, mais ses yeux disaient le contraire. Elle savait que c'était vrai. Quelque part au fond d'elle, elle le savait. Mark a recommencé à faire les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux. Il doit y avoir une solution. Eleanor, soyons raisonnables. Nous pouvons trouver un accord. Nous te donnerons une pension. Tu pourras garder une partie de ton argent, mais nous avons besoin que tu contribues. C'est la moindre des choses. Le mot « justice » m'a presque fait rire. Vous voulez parler de justice? Très bien. Parlons-en. Pendant 3 ans, j'ai cuisiné, nettoyé, lavé, repassé, et par-dessus le marché, j'ai payé toutes vos factures. J'ai fait le travail d'une gouvernante à plein temps sans même recevoir un merci. Savez-vous combien coûte une gouvernante à plein temps? Environ 1200 $ par mois. Multipliez cela par 36 mois et cela fait 43 000 $ que vous me devez pour mon travail. Jennifer a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai continué, ma voix prenant de la force à chaque mot. Ajoutez à cela les 60 000 $ de ma pension que vous avez dépensés, et vous me devez plus de 100 000 $. Alors ne me parle pas de justice, Mark. Pas quand la seule injustice ici a été ce que vous deux m'avez fait subir. Le silence qui a suivi était absolu. Il se retrouvait sans argument, sans défense, mis à nu devant la vérité que je venais d'exposer. J'ai vu Jennifer regarder Mark, cherchant du soutien, mais il était pâle comme un linge.
Et alors, a finalement demandé Jennifer d'une petite voix. Vas-tu nous jeter dehors de chez toi? La question est restée suspendue dans l'air. J'attendais qu'il la pose. C'est ma maison, ai-je dit lentement. Et vous êtes les bienvenus si vous voulez rester, mais à mes conditions. Vous paierez un loyer. Vous achèterez votre propre nourriture. Vous nettoierez vos propres saletés. Et vous ne verrez plus un seul dollar de ma pension. Un loyer. Marc a failli s'étouffer sur le mot. Tu vas nous faire payer un loyer? Nous sommes ta famille. Exactement, ai-je répliqué. Et si vous me considérez vraiment comme votre famille et non comme une simple source de revenus, alors il ne devrait y avoir aucun problème à contribuer équitablement aux dépenses du ménage. Jennifer a recommencé à sangloter, mais cette fois les sanglots semblaient différents, moins manipulateurs, plus sincères. Maman, on ne peut pas payer de loyer. On peut à peine payer nos dettes. Alors je suggère que Marc trouve un travail, ai-je dit, sans adoucir mes mots. Ou que tu en trouves un meilleur, ou que vous vendiez cette voiture de sport que vous avez achetée l'année dernière. Il y a des solutions, Jennifer. C'est juste qu'aucune de ces solutions n'est moi. Marc m'a regardé avec une pure haine. Tu es une vieille femme amère et égoïste. Ton mari aurait honte de toi. La mention de Richard m'a frappé comme un coup physique. Pendant un instant, la douleur a été si intense que j'ai failli reculer. Mais j'ai pensé à Richard, à l'homme qu'il avait été, à ses valeurs, à son intégrité. Et j'ai su exactement ce qu'il aurait pensé de cette situation. Richard aurait eu honte, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme, mais de vous. De la façon dont vous avez traité sa femme, de la façon dont vous avez profité de son deuil, de la façon dont vous l'avez transformé en esclave dans sa propre maison. Richard n'aurait jamais permis cela. Je me suis retourné et j'ai commencé à monter l'escalier vers ma chambre. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour vous décider, ai-je dit sans me retourner. Soit vous payez 800 $ de loyer et commencez à vous comporter comme des locataires respectueux, soit vous vous trouvez un autre endroit où vivre. Derrière moi, j'entendais Jennifer s'effondrer en larmes et Marc jurer à voix basse. J'ai entendu le bruit des papiers jetés et de quelque chose se brisant sur le sol. Mais j'ai continué à marcher, marche après marche, jusqu'à ce que j'atteigne ma petite chambre et ferme la porte derrière moi. Je me suis assise sur mon lit, tremblant de la tête aux pieds. Je l'avais fait. Je l'avais enfin fait. J'avais dit toutes les vérités que je retenais depuis 3 ans. Et bien que mon cœur me fasse mal comme s'il avait été arraché de ma poitrine, je ressentais aussi autre chose. Quelque chose de léger et de fragile, mais d'indéniablement réel. Je ressentais de l'espoir. Les jours suivants ont été un enfer de guerre froide. Jennifer et Marc m'adressaient à peine la parole. Ils mangeaient en silence quand j'étais présente, ou s'enfermaient simplement dans leur chambre avec de la nourriture achetée à l'extérieur. La maison ressemblait à un champ de mine où le moindre mouvement pouvait déclencher une explosion. Mais j'avais pris ma décision, et je n'allais pas faire marche arrière. Pour la première fois en 3 ans, j'ai acheté de la nourriture uniquement pour moi. J'ai gardé mes affaires sur une étagère séparée dans le réfrigérateur avec un mot indiquant « Eleanor ». Je me sentais ridicule de faire cela, comme une colocataire méfiante, mais c'était nécessaire. Je devais établir des limites qui auraient dû exister dès le début. Le 3e jour après la confrontation, j'ai entendu Jennifer pleurer dans sa chambre. Mon instinct maternel me poussait à monter, à la réconforter, à arranger les choses comme je l'avais toujours fait. Mais je me suis forcé à rester assise dans la cuisine, buvant ma tisane, me rappelant que la réconforter maintenant équivaudrait à capituler. Ce serait revenir au même vieux schéma où je cédais et où il gagnait. Marc a tenté une autre tactique le 4e jour. Il est entré dans la cuisine où je préparais mon déjeuner et s'est assis à la table avec une expression contrite. « Eleanor, nous devons parler » a-t-il dit sur un ton qu'il voulait conciliant. « Parle » ai-je répondu, sans m'arrêter de couper les légumes pour ma salade. « Écoute, je sais que les choses ont dérapé, je l'admets. Mais nous sommes une famille. Nous devrions être capables de résoudre cela de manière civilisée. » Ces mots semblaient répétés, comme s'il s'était entraîné devant un miroir. « Je me montre civilisé » ai-je dit en me tournant vers lui. « Je vous ai donné des options claires. Payer un loyer et contribuer équitablement, ou trouver un autre endroit. Je ne vois pas ce qu'il y a d'incivilisé là-dedans. 800 $, c'est trop, a-t-il protesté. Tu sais bien que nous n'avons pas cet argent.
$800 pour une chambre dans ce quartier de la ville, c'est une aubaine, ai-je répondu fermement. Et si vous n'avez pas cet argent, alors je vous suggère de revoir vos dépenses, résilier les abonnements de streaming, vendez la télévision géante, arrêtez de manger dehors comme j'ai dû le faire pendant des années quand Richard et moi payons pour cette maison. Marc a serré la mâchoire. Jennifer ne va pas bien. Elle pleure tout le temps. Elle dit que tu la rejettes, que tu ne l'aimes plus. Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux. Mais j'ai tenu bon. J'aime ma fille. Je l'aimerai toujours. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas qu'on le laisse vous détruire. Cela ne signifie pas qu'on le laisse vous utiliser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Elle n'a jamais voulu te faire du mal, a insisté Marc. Mais même lui semblait ne pas croire à ses propres paroles. Peut-être pas, ai-je concédé. Peut-être n'avez-vous jamais pris le temps de réfléchir à ce que vous me faisiez. Mais cela ne change rien au fait que vous l'avez fait, et maintenant vous devez en assumer les conséquences. Marc s'est levé brusquement. Tu es impossible. Je ne sais pas comment Richard a fait pour te supporter toutes ces années. Et il est sorti de la cuisine en tempêtant, me laissant tremblante d'une rage contenue. Ce soir-là, alors que j'étais dans ma chambre en train de lire, j'ai entendu un léger coup à ma porte. Maman. C'était la voix de Jennifer, petite et brisée. Je peux entrer? J'ai hésité un instant avant de répondre, entre. Jennifer est entrée et s'est tenue près de la porte, se tordant nerveusement les mains. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré et son visage était pâle. Pendant un instant, j'ai revu la petite fille qu'elle avait été, effrayée et vulnérable, et mon cœur s'est dangereusement adouci. De quoi as-tu besoin, ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Je voulais m'excuser, a-t-elle dit, et les larmes ont recommencé à couler sur ses joues. Tu as raison sur toute la ligne. Marc et moi, nous avons profité de toi. Nous t'avons utilisé. Et je suis tellement désolé, maman. Je suis vraiment, sincèrement désolé. Je voulais la croire. Mon Dieu, à quel point je voulais la croire. Mais il y avait quelque chose dans sa façon d'éviter mon regard, quelque chose dans le ton de sa voix qui me faisait douter. Es-tu désolé parce que tu reconnais que c'était mal, ai-je demandé doucement, ou es-tu désolé parce que maintenant il y a des conséquences? Jennifer a laissé échapper un sanglot. Est-ce que ça a de l'importance? Je te dis que je suis désolé. Est-ce que cela ne suffit pas? Non, ai-je répondu. Et le mot est sorti plus dur que je ne l'aurais voulu. Cela ne suffit pas parce que j'ai déjà vu ce schéma, Jennifer. Depuis que tu es enfant, tu faisais quelque chose de mal, tu pleurais, tu t'excusais, et tout rentrait dans l'ordre. Mais cette fois-ci, ce ne peut pas être ainsi. Cette fois-ci, les excuses ne suffisent pas. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? Sa voix a monté, la frustration remplaçant la tristesse. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Je veux que tu finances ton propre changement, ai-je dit simplement. Je veux que Marc trouve un travail. Je veux que vous assumiez la responsabilité de vos dettes. Je veux que tu me traites comme une personne, pas comme un distributeur de billets. Et je veux que si vous devez vivre dans ma maison, vous contribuiez comme des adultes responsables. Tu en demandes trop. A explosé Jennifer. Nous ne pouvons pas faire tout cela du jour au lendemain. Je ne vous demande pas de le faire du jour au lendemain, ai-je répondu calmement. Vous avez jusqu'à la fin du mois. Cela fait 3 semaines. C'est assez de temps pour que Marc trouve au moins un travail temporaire. Assez de temps pour que vous fassiez un budget et décidiez si vous pouvez vous permettre de rester ici. Jennifer m'a regardé avec un mélange d'incrédulité et de douleur. Et si nous ne le pouvons pas, vas-tu vraiment nous jeter à la rue? Ta propre fille? Si vous ne pouvez pas payer un loyer de $800 ici, ai-je dit, sentant ma voix se briser, alors vous devez trouver un endroit moins cher, un petit appartement, une chambre dans une colocation. Il y a des options, Jennifer. C'est juste qu'aucune de ces options ne prévoit de vivre aux dépens de ma pension. Elle est restée là un long moment, me regardant comme si j'étais une étrangère. Et je suppose que d'une certaine manière, je l'étais. Je n'étais plus la mère soumise qu'elle avait connue. Je n'étais plus la femme qui avalait sa douleur et son humiliation pour préserver la paix. Je ne te reconnais pas, a finalement dit Jennifer d'une voix froide. Ce n'est pas toi. Tu as raison, ai-je répondu. Ce n'est pas la femme que vous avez transformée en servante.
C'est la femme que j'aurais dû être dès le début, la femme que ton père aurait voulu que je sois. Jennifer a quitté la pièce sans un mot de plus, en fermant la porte plus fort que nécessaire. Je me suis assise sur mon lit, sentant les larmes couler sur mes joues. C'était plus difficile que je ne l'avais imaginé. Bien plus difficile. Mais je me suis alors souvenu des relevés bancaires. Je me suis souvenu des nuits à pleurer en silence pendant qu'il riait dans le salon. Je me suis souvenu de chaque humiliation, de chaque instant où je m'étais senti invisible et sans valeur. Et j'ai su que je ne pouvais pas abandonner maintenant, pas après être allé si loin. Le lendemain matin, quelque chose d'inattendu s'est produit. On a sonné à la porte vers 10 heures. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé une belle jeune femme d'environ 25 ans avec un sourire chaleureux. Pendant un instant, je ne l'ai pas reconnue. « Grand-mère » a-t-elle dit, et je me suis alors souvenu de Chloé, ma petite fille, la fille que Jennifer avait eue jeune, avant d'épouser Marc. Chloé, qui était partie étudier dans une autre ville 5 ans plus tôt, et avec qui j'avais perdu le contact. Chloé, mon cœur a bondi. « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Je peux entrer » a-t-elle demandé, regardant prudemment à l'intérieur de la maison. Je l'ai laissée entrer, confuse mais heureuse de la voir. Nous nous sommes assises dans le salon, et Chloé a pris mes mains dans les siennes. « Grand-mère, je dois te parler de quelque chose d'important » a-t-elle dit sérieusement. « Et maman ne doit pas savoir que je suis là. » Mon cœur a commencé à battre plus vite. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» Chloé a pris une profonde inspiration. « Grand-mère, j'ai parlé à ma tante Brenda, ton amie de ton ancien immeuble. Elle m'a dit que tu n'étais pas allé lui rendre visite depuis 3 ans. Je me suis inquiété et j'ai commencé à faire des recherches. » Elle s'est interrompue, ses yeux pleins d'inquiétude. « Grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ?» Et là, pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai craqué. J'ai tout dit à Chloé. Chaque détail douloureux, chaque humiliation, chaque dollar volé. Elle m'a écouté en silence, me serrant les mains. Et j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. « Je savais que quelque chose n'allait pas » a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Maman trouvait toujours des excuses quand je demandais après toi. Elle disait, tu es occupé. Tu es fatigué. Tu n'as pas envie de parler. Mais quelque chose ne collait pas, elle m'a regardé droit dans les yeux. Grand-mère, tu ne peux pas rester ici. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sain. Où irais-je, ai-je demandé, ressentant le poids de mon âge pour la première fois depuis des jours. Chloé a souri. Avec moi, ou bien tu retournes dans ta maison, ou encore chez Brenda. Elle m'a dit qu'elle serait ravie de t'accueillir. Tu as des options, grand-mère. Tu n'es pas prise au piège ici. Ces mots étaient comme une lumière dans l'obscurité. Je n'étais pas seul. Je n'avais pas été seul pendant tout ce temps. Il y avait des gens qui tenaient vraiment à moi. Pas à mon argent, mais à moi. La visite de Chloé a tout changé. Pour la première fois en 3 ans, j'avais l'impression d'avoir une alliée, quelqu'un qui me voyait comme un être humain et non comme une ressource. Nous avons passé toute la matinée à parler, à planifier, à reconstruire notre relation, celle que Jennifer avait systématiquement sabotée avec ses excuses et ses mensonges. Maman disait toujours que tu étais trop fatigué pour recevoir des visites, m'a dit tristement Chloé. Que ta santé était fragile et que tu avais besoin de repos. Je l'ai cru. Grand-mère, je pensais te protéger en ne te dérangeant pas. Je n'ai jamais été trop fatigué pour toi, lui ai-je dit en lui serrant les mains. Jennifer t'a tenu éloigné de moi parce qu'elle savait que tu te serais rendu compte de ce qui se passait réellement. Tu as toujours été plus observatrice, plus critique envers ses décisions. Chloé a hoché la tête lentement. J'ai toujours eu mes doutes sur Marc. Depuis le jour où maman me l'a présenté, il y avait quelque chose chez lui qui ne me plaisait pas. Sa façon de parler d'argent, de réussite, comme si c'était les seules choses importantes dans la vie. Elle s'est interrompue. Savais-tu qu'il m'a demandé de l'argent une fois, il y a 2 ans ? 200 $ dont il disait avoir un besoin urgent. Je venais de commencer à travailler et c'était tout ce que j'avais mis de côté. Les lui as-tu donné, ai-je demandé, bien que connaissant déjà la réponse. Oui, a-t-elle admis avec embarras. Nous étions si absorbés par notre conversation que nous n'avons pas entendu Jennifer descendre l'escalier. Sa voix nous a fait sursauter toutes les deux. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici ? Chloé s'est levée lentement,
faisant face à sa mère avec une expression que je ne lui avais encore jamais vue. C'était de la déception mêlée à une colère contenue. Je suis venu voir ma grand-mère, maman. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Jennifer est entrée dans le salon d'un pas méfiant. Je ne comprends pas. Je t'ai dit que grand-mère allait bien. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé avant de venir? Parce que Brenda m'a raconté des choses très intéressantes, a répondu Chloé d'une voix ferme. Sur le fait que grand-mère n'est pas allée chez elle depuis 3 ans. Sur le fait que tu as cessé de répondre à mes appels quand je prenais de ses nouvelles. Sur le fait que chaque fois que je voulais venir vous voir, tu me sortais des excuses. Le visage de Jennifer est devenu livide. Je ne faisais que la protéger. Ta grand-mère a traversé une période difficile depuis la mort de ton grand-père. Elle avait besoin d'espace. Elle avait besoin d'espace, a répété Chloé, incrédule. Ou aviez-vous besoin que personne ne remarque ce que Marc et toi étiez en train de lui faire? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, a réagi Jennifer sur la défensive, haussant le ton. Ça veut dire que j'ai tout découvert, maman. Chloé a croisé les bras. Grand-mère m'a parlé de l'argent, de la façon dont vous la traitiez, de la façon dont vous l'avez transformée en servante pendant que vous vidiez son compte en banque. Jennifer m'a regardé avec des yeux pleins de trahison. Tu lui as dit? Pourquoi as-tu fait ça? Pour la monter contre moi. Je ne l'ai pas montée contre toi, ai-je répondu, lasse. Tu l'as fait toi-même par tes actes. Chloé est venue ici parce qu'elle s'inquiétait pour moi, et je lui ai dit la vérité. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Marc est apparu à ce moment-là, toujours en pyjama alors qu'il était presque midi. C'est quoi tous ces cris? A-t-il demandé avec irritation. Puis il a vu Chloé, et son expression a changé. Oh, c'est toi. Oui, c'est moi, a dit froidement Chloé. Le membre de la famille que vous préférez garder à l'écart. Maintenant, je comprends pourquoi. Écoute, gamine, a commencé Marc sur un ton condescendant. Tu ne comprends pas toute la situation. Ta grand-mère est confuse, elle mélange les choses. Je ne suis pas confuse, suis-je intervenu avant que Chloé ne puisse répondre. Et j'ai tous les relevés bancaires pour prouver chacun de mes mots. Je me suis levé et suis allé dans ma chambre, revenant avec les copies que j'avais conservées. Je les ai données à Chloé. Lis par toi-même. Chloé a pris les papiers et a commencé à les examiner. J'ai vu ses yeux s'écarquiller à chaque page, sa mâchoire se serrer, ses mains commençaient à trembler légèrement. Quand elle a eu fini, elle a regardé sa mère avec une expression que je ne lui avais encore jamais vue sur le visage, c'était du pur dégoût. 60 000 $, a-t-elle dit d'une voix tremblante. En 3 ans. Maman, comment as-tu pu? C'est ta mère. Elle t'a élevé seule après le départ de mon père biologique. Elle a cumulé 2 emplois pour te donner une bonne éducation. Et c'est ainsi que tu la remercies? Tu ne comprends pas, a dit Jennifer, les larmes commençant à couler. Nous avions des dettes, des problèmes. Elle voulait nous aider. Elle voulait nous aider? Ou vous l'avez manipulée pour qu'elle vous donne accès à son argent? Chloé a jeté les papiers sur la table. J'ai vu les dépenses, maman, des restaurants chics, des bijoux, des vacances, des vêtements de créateurs. Tandis que grand-mère vivait dans une chambre de la taille d'un placard et portait les mêmes vêtements usés. Marc a tenté d'intervenir. Écoute, Chloé, c'est une affaire d'adulte. Tu n'as pas à te mêler de ça. Chloé s'est tournée vers lui avec fureur. Exploiter financièrement une personne âgée vulnérable, c'est une affaire d'adulte? Sais-tu comment on appelle cela juridiquement? De l'abus de faiblesse sur personne âgée. C'est un délit. Le silence qui a suivi était pesant. J'ai vu Jennifer et Marc échanger des regards paniqués. Chloé venait de prononcer à haute voix ce que j'avais été trop effrayé d'admettre, même à moi-même. Ce qu'il m'avait fait n'était pas seulement immoral, c'était illégal. Personne ne va faire intervenir la police, a dit rapidement Jennifer. C'est un malentendu familial. Nous allons régler cela en interne. Comme vous l'avez fait jusqu'à présent, a demandé sarcastiquement Chloé. Grand-mère, viens avec moi tout de suite. Prépare tes affaires. Tu viens dans mon appartement. Non, a protesté Jennifer. Tu ne peux pas l'emmener comme ça. C'est sa maison. Exactement, a dit Chloé. C'est sa maison, pas la vôtre. Et je pense qu'il est temps que grand-mère décide qui reste et qui s'en va.
Tous les regards se sont tournés vers moi. C'était le moment de vérité, la décision qui allait tout changer. Je sentais le poids de 3 ans de douleur, d'humiliation et de silence forcé peser sur mes épaules. Chloé a raison, ai-je dit enfin, ma voix résonnant plus forte que je ne le ressentais. C'est ma maison. La maison que Richard et moi avons achetée ensemble. La maison où nous avons élevé Jennifer. Et je pense qu'il est temps qu'elle redevienne vraiment mon chez-moi. Maman, non, a murmuré Jennifer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Vous avez jusqu'à la fin du mois, ai-je continué, ignorant sa supplique. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez rester si vous payez le loyer et commencer à contribuer équitablement. Ou vous pouvez trouver un autre endroit, mais je ne serai plus votre source de revenus. Marc a fait un pas vers moi, les poings serrés, mais Chloé s'est immédiatement interposée entre nous. N'y pense même pas, a-t-elle dit d'une voix dangereusement basse. Touche-la, et je te jure que j'appelle la police tout de suite. Marc a reculé, mais son regard était plein de haine. C'est de ta faute, m'a-t-il craché. Tu as amené cette gamine dans nos affaires. Tu as détruit cette famille. Non, ai-je dit fermement. Vous avez détruit cette famille le jour où vous avez décidé que je valais plus morte que vivante. Quand vous m'avez regardé et n'avez vu que des signes de dollars au lieu d'une personne. Quand vous avez transformé mon deuil en votre opportunité. Jennifer s'est effondrée sur le canapé, sanglotant de manière incontrôlable. Une partie de moi voulait la consoler, la serrer dans mes bras comme je l'avais fait des milliers de fois quand elle était enfant. Mais une autre partie, celle, nouvelle et plus forte, qui s'était réveillée à la banque 2 semaines plus tôt, a tenu bon. Chloé m'a pris doucement le bras. Viens, grand-mère. Allons préparer quelques-unes de tes affaires. Tu vas rester chez moi cette semaine pendant que nous décidons des prochaines étapes. Je n'ai pas besoin de rester chez toi, ai-je dit, me surprenant moi-même. C'est ma maison. Si quelqu'un doit partir, c'est eux. Chloé a souri avec fierté. C'est ça l'esprit, grand-mère. J'ai regardé Jennifer et Marc une dernière fois. Vous avez 2 semaines, ai-je dit d'une voix claire. Commencez à chercher du travail, faites un budget, décidez si vous pouvez rester à mes conditions, ou préparez vos affaires et trouvez un autre endroit. La décision vous appartient. J'ai gravi les marches avec Chloé à mes côtés, laissant derrière moi les sanglots de Jennifer et les jurons étouffés de Marc. À chaque pas que je faisais, je sentais le poids de ces 3 années s'envoler de mes épaules. Je ne savais pas ce qui se passerait ensuite. Je ne savais pas si Jennifer et moi pourrions un jour réparer notre relation. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avancer au lieu de simplement survivre. Dans ma chambre, Chloé m'a aidé à organiser mes quelques affaires. Je suis fier de toi, grand-mère, a-t-elle dit en pliant mes vêtements. Je sais que ce n'est pas facile. 6 mois plus tard, j'étais assise sur le porche de ma maison. Ma vraie maison, celle que Richard et moi avions construite ensemble, buvant mon café en regardant le lever du soleil. Le jardin, qui avait été négligé pendant 3 ans, fleurissait de nouveau. J'avais replanté les roses que Richard aimait tant, et chaque matin leur parfum me rappelait que la vie pouvait être belle même après une perte. Jennifer et Marc étaient partis 2 semaines après mon ultimatum. Ils n'avaient pas payé de loyer. Ils n'avaient pas vraiment cherché de travail. Ils avaient simplement préparé leurs affaires au milieu de la nuit et étaient partis sans dire au revoir. J'avais trouvé un mot sur la table de la cuisine. J'espère que tu es heureux seul, était-il écrit de l'écriture serrée de Jennifer. Il n'y avait pas de signature, pas d'adieu, juste cette unique phrase pleine d'amertume. Les premiers jours après leur départ ont été étranges. La maison semblait trop silencieuse, trop grande. Je me réveillais aux premières heures de l'aube en m'attendant à entendre leurs voix, leurs pas, et même leurs plaintes. Mais lentement, ce silence s'est transformé en paix. J'ai appris à apprécier mes matinées sans me presser, mes repas sans critique, mes après-midi sans exigence. Chloé venait me voir tous les week-ends. Nous cuisinions ensemble, regardions de vieux films, parlions de tout et de rien. Elle me parlait de son travail de graphiste, de ses rêves d'ouvrir son propre studio un jour. Je lui racontais des histoires de ma jeunesse, sur ses grands-parents, sur la vie que j'avais menée avant de me perdre dans le deuil. Brenda est elle aussi revenue dans ma vie. Ma tendre amie, que j'avais abandonnée sans m'en rendre compte en emménageant chez Jennifer, ne m'en voulait pas du tout. Elle m'a accueilli à bras ouverts et les larmes aux yeux. Tu m'as tellement manqué,
m'a-t-elle dit le premier jour où je suis allé la voir. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas comment t'aider. Je ne savais pas comment demander de l'aide non plus, ai-je admis. Je m'étais convaincu que je méritais tout ce qui m'arrivait, que c'était mon devoir de me sacrifier pour ma fille. Brenda a pris mes mains, ses yeux bruns pleins de la sagesse de ses 73 ans. Le sacrifice n'est pas de l'amour lorsqu'il se fait au détriment de ta propre dignité, Eleanor. C'est de l'autodestruction. Au fil des mois, j'ai commencé à redécouvrir qui j'étais au-delà de mon rôle de mère et de veuve. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque locale. J'ai commencé à prendre des cours d'aquarelle au centre communautaire. Des choses simples, modestes, mais qui me faisaient me sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ma pension, ces $1 500 par mois qui disparaissaient autrefois sur les comptes des autres, m'appartenaient désormais entièrement. Je payais mes factures, achetais de la nourriture de qualité, m'accordais de petits luxes comme de nouveaux livres ou des fleurs fraîches pour la maison. J'ai même commencé à épargner. Pour la première fois en 3 ans, j'avais une réserve financière qui grandissait chaque mois. Un jour, 2 mois après leur départ, j'ai reçu un message de Jennifer. C'était court, froid. J'ai besoin que tu me prêtes $5000. C'est une urgence. Pas même un bonjour, pas une question sur comment j'allais. Juste une exigence déguisée en demande. J'ai répondu après y avoir réfléchi toute une nuit. Non, Jennifer, je ne vais pas te prêter d'argent. Si tu as une réelle urgence, cherche de l'aide auprès des services sociaux ou d'amis. Mais mon argent ne t'est plus accessible. Sa réponse a été instantanée et venimeuse. Je savais que tu étais égoïste. J'aimerais que papa soit vivant pour voir ce que tu es devenu. J'ai bloqué son numéro après avoir lu cela. Non pas par colère, mais par instinct de protection. Chaque message d'elle était un hameçon qui tentait de me ramener dans notre dynamique toxique. Chloé m'a serré dans ses bras quand je le lui ai raconté. Tu as fait ce qu'il fallait, grand-mère. Maman a besoin de toucher le fond avant de pouvoir vraiment changer, et le fait que tu l'aides ne fait que retarder cela. Penses-tu que nous pourrons un jour réparer notre relation, lui ai-je demandé d'une petite voix. Car malgré tout, Jennifer restait ma fille. Chloé a réfléchi un moment. Peut-être, mais seulement si elle reconnaît sincèrement ce qu'elle a fait. Pas juste des excuses creuses parce qu'elle a besoin de quelque chose. Une véritable reconnaissance des dégâts qu'elle a causés. Et cela pourrait prendre des années, grand-mère, ou bien cela n'arrivera jamais. J'ai appris à vivre avec cette incertitude. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Je voyais des mères et des filles se promener ensemble dans le parc et je ressentais un pincement au cœur. J'entendais Brenda parler au téléphone avec ses enfants et je me demandais si j'aurais de nouveau ces conversations avec Jennifer un jour. Mais ensuite, je regardais autour de moi ma maison, véritablement mienne désormais, remplie de choses que j'avais choisies. Je regardais mon compte en banque avec son solde croissant. Je regardais les aquarelles que j'avais créées, imparfaites mais faites avec amour, et je savais que j'avais pris la bonne décision. Un après-midi de printemps, alors que j'arrosais les roses de Richard, j'ai entendu frapper à la porte. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé Jennifer debout sur le pas de la porte. Elle semblait différente, plus mince, avec de profondes cernes sous les yeux, sans le maquillage parfait qu'elle portait toujours. Ses vêtements étaient simples, usés. « Salut, maman », a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Jennifer. » Ma voix est sortie plus froide que je ne l'aurais voulu, mais c'était un mécanisme de défense automatique. « Est-ce que je peux ? Je peux entrer ? Je veux juste parler. Je te promets que je ne suis pas venu pour demander quoi que ce soit. » Ses yeux étaient remplis de larmes sincères, si différentes des larmes manipulatrices que j'avais vues auparavant. Je l'ai laissée entrer, bien que chaque instinct me criât de rester prudente. Nous nous sommes assises dans le salon, en laissant un espace considérable entre nous sur le canapé. Marc et moi nous sommes séparés, a commencé Jennifer, en regardant ses mains. Il y a 2 ans, il s'est avéré qu'il avait plus de dettes que je ne le pensais. Des dettes de jeu. Nous avons perdu l'appartement que nous louions. Je vis chez une amie maintenant. J'ai pris un 2e travail. J'essaie de rembourser tout ce que nous devons. J'ai attendu en silence, ne proposant aucune solution, ne cherchant pas à régler ses problèmes. Je ne suis pas venu te demander de l'argent, a-t-elle continué. Je suis venu te dire que tu avais raison sur toute la ligne.
Je t'ai utilisé. Je t'ai traité de manière horrible. J'ai profité de ton deuil après la mort de papa et je t'ai transformé en quelque chose que tu n'étais pas. Je t'ai enlevé ta dignité. Les larmes coulaient abondamment maintenant. Et je suis désolé. Mon Dieu, maman, je suis tellement désolé. Pourquoi maintenant, ai-je demandé doucement. Pourquoi viens-tu me dire cela maintenant? Parce que j'ai touché le fond, a-t-elle admis. Parce que j'ai tout perdu. Parce que j'ai enfin compris ce que je t'avais fait quand quelqu'un m'a fait la même chose. Elle a levé les yeux, ses yeux rouges rencontrant les miens. Marc m'a laissé sans rien, maman. Exactement comme je t'ai laissé. Et quand je me suis senti utilisé, rejeté, invisible. J'ai enfin compris. Nous sommes restés assises en silence pendant un long moment. Une partie de moi voulait la serrer dans mes bras, lui pardonner immédiatement, redevenir sa mère protectrice. But la partie la plus sage, celle qui s'était battue si durement pour émerger, savait qu'un véritable pardon exigeait plus que des mots. J'apprécie tes excuses, ai-je dit finalement. Vraiment. Mais les excuses ne sont qu'un début, Jennifer. J'ai besoin de voir un vrai changement. J'ai besoin de temps pour guérir. J'ai besoin de savoir que tu ne recommenceras pas à me voir comme une solution à tes problèmes. Je comprends, a-t-elle acquiescé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes aujourd'hui. Je voulais juste que tu saches que j'ai enfin compris et que je vais travailler à devenir meilleur. Pas pour toi, mais pour moi. Nous avons parlé pendant 2 heures ce jour-là. Ce fut douloureux, honnête, brut. Je lui ai dit comment je m'étais senti pendant ces 3 années. Elle m'a parlé de ses propres peurs et de ses faiblesses qui l'avaient amené à justifier ses actes. Nous ne sommes pas repartis meilleurs amis du monde. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras en promettant que tout était arrangé, mais c'était un début. Quand elle est partie, je me suis de nouveau assise sur mon porche, tenant mon café désormais froid. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Les roses de Richard se balançaient doucement sous la brise. Je ne savais pas si Jennifer et moi retrouverions un jour ce que nous avions perdu. Je ne savais pas si elle changerait vraiment ou s'il s'agissait simplement d'un autre schéma temporaire. Mais je savais une chose avec certitude, moi, j'avais changé. J'avais trouvé ma voie, ma valeur, mon droit d'exister en tant que personne et non comme un simple moyen d'arriver aux fins des autres. Il m'avait fallu 69 ans pour apprendre que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, que poser des limites n'est pas de la cruauté, et que dire non quand c'est nécessaire est un acte de survie, pas de la méchanceté. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. J'ai vu une femme avec des rides honnêtement gagnées, avec des cheveux gris qu'elle ne teignait plus pour plaire aux autres, avec des yeux qui avaient pleuré mais qui brillaient désormais de quelque chose de nouveau, la liberté. Richard, ai-je murmuré au vent, j'ai enfin réussi. Je me suis enfin défendu. Et quelque part dans mes souvenirs les plus précieux, je pouvais entendre sa voix me dire ce qu'il m'avait toujours dit, je suis fier de toi, mon amour. Je suis entré dans ma maison, mon chez-moi, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai souri. Parce qu'aujourd'hui, je n'avais besoin de la permission de personne pour vivre. Aujourd'hui, je n'avais pas à m'excuser d'exister. Aujourd'hui, j'étais simplement Eleanor, et cela suffisait amplement.